Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette présentation, on va traiter tout ce qui concerne les mécanismes hydrauliques et ainsi les pneumatiques. Personnellement, je vais parler de la partie des mécanismes hydrauliques et je vais laisser la partie de la pneumatique à mon collègue Ashraf. Cette présentation est répartie en deux, la partie de l'hydraulique et la partie de la pneumatique. Pour la partie de l'hydraulique, voilà le plan. Premièrement, on va voir les fluides hydrauliques. Deuxièmement, on va voir le rôle des fluides hydrauliques. Puis, on passe les caractéristiques des fluides hydrauliques. Et finalement, on termine notre partie par quelques relations fondamentales. Les fluides hydrauliques. Les fluides hydrauliques sont des corps dont les molécules sont très mobiles les unes par rapport aux autres. Un fluide prend automatiquement la forme du récipient qui le contient. On peut classer les fluides en deux groupes, des liquides et des gaz. Les liquides ont un volume propre tandis que les gaz occupent tout le volume qui lui sont offerts. Compressibilité des fluides. On appelle un fluide incompressible lorsque la masse volumique est indépendante de la pression P et de la température. Les liquides sont très peu compressibles pratiquement. On considère que les liquides sont incompressibles et les gaz sont compressibles. Un fluide est dit parfait lorsque ces molécules se déplacent sans aucun frottement les uns par rapport aux autres. Théoriquement, la viscosité est égale à zéro. Mais un fluide réel, c'est tout à fait le contraire d'un fluide parfait. C'est-à-dire, il y a des frottements lors du déplacement de ces molécules et la viscosité est différente de zéro. Et maintenant, on passe aux différents types de fluides hydrauliques. Il y a plusieurs huiles hydrauliques dans la nature, mais les plus utilisées sont les huiles minérales et les huiles de synthèse. Deuxièmement, le rôle des fluides hydrauliques. Les fluides hydrauliques ont pour rôle de transmettre l'énergie fournie par la pompe aux organes récepteurs tels que les vérins, les moteurs hydrauliques. Ils doivent présenter des qualités suffisantes pour assurer un bon fonctionnement avec un rendement optimum. Le fluide a donc deux fonctions possibles: transmettre l'énergie, lubrifier et protéger. Troisièmement, on va traiter les caractéristiques des fluides hydrauliques. Comment choisir un fluide hydraulique, les facteurs de maintenance d'une huile, etc. Premièrement, les caractéristiques des fluides hydrauliques: la viscosité appropriée, la variation de la viscosité en fonction de la température la plus faible possible, pompabilité à la température minimale d'utilisation, faible compressibilité due à la présence d'air, absence de moussage, désaération rapide, propriétés anti-usure, propriétés anti-huile, anticorrosive et résistance à l'oxydation, stabilité des propriétés, résistance à l'oxydation, résistance au cisaillement. Pour le choix d'un fluide hydraulique est très important afin d'obtenir de son installation une efficacité, un rendement et une longévité optimaux. Le fluide devra répondre aux exigences de sécurité du matériel et de maintenance. Les critères de sélection sont danger d'incendie, température de service continue et de pointe avec également la température de démarrage, présence d'eau, la compatibilité avec les matériels, toxicité, environnement, coût, etc. Pour les facteurs de maintenance d'une huile, pour qu'une huile puisse être efficace dans le temps, afin d'éviter une détérioration prématurée de l'installation, il doit conserver au maximum ses propriétés. Pour cela, il convient de respecter certaines règles de maintenance suivantes. Éviter le contact avec l'extérieur si ce n'est à travers le filtre à air du réservoir. Éviter une température excessive de l'huile dans l'installation. Respecter la filtration imposée par le constructeur. Changer régulièrement les filtres. Vérifier le niveau d'huile. Faire l'appoint d'huile à travers un groupe de filtration. Prendre des échantillons pour l'analyse. Utiliser des flexibles et des jointes compatibles avec le fluide. Contrôler la teneur en eau pour des fluides de catégorie HFA, HFB et HFS. Et finalement, les relations fondamentales, on va
traiter la viscosité, le régime d'écoulement, le nombre de Reynolds, le théorème de Bernoulli par un fluide réel et les pertes de charge régulières et singulières. La viscosité d'un fluide varie avec la nature du fluide, sa température et sa pression. On a la viscosité cinématique qui est égale à la viscosité dynamique divisée par ρ, avec ρ la masse volumique d'un fluide. Pour le régime d'écoulement, on prend par exemple cette expérience suivante, soit un courant d'eau qui circule dans une conduite à section circulaire, on introduit un filet de colorant dans l'axe de la conduite. Suivant la vitesse d'écoulement d'eau, on peut observer les phénomènes suivants. Dans le cas 1, on a un régime laminaire, les fluides s'écoulent en couche cylindrique coaxiale ayant pour axe le centre de la conduite. Le deuxième cas, on a un régime transistoire, c'est une transition entre le régime laminaire et celui turbulent. Et finalement, le régime turbulent, dans le troisième cas, une formation d'un mouvement turbulent dans le fluide. Cette expérience est faite par Reynolds en faisant varier le diamètre de la conduite, la température, le débit pour divers fluides. Et maintenant, on passe au nombre de Reynolds. Pour déterminer le régime d'écoulement, il est nécessaire de calculer le nombre de Reynolds qui est égal à le diamètre de la conduite fois la vitesse d'écoulement fois la masse volumique du fluide divisé par la viscosité dynamique. Ici, on obtient un nombre de Reynolds inférieur à 2000, donc on dit que le régime est laminaire. Et si on obtient un nombre de Reynolds supérieur à 3000, on dit que le régime est turbulent. Et finalement, si le nombre de Reynolds est compris entre 2000 et 3000, le régime est transistoire. Et pour la théorème de Bernoulli pour un fluide réel est expliqué par la relation suivante. Z1 plus V1 au carré divisé par 2G plus P1 divisé par ρg qui est égal à Z2 plus V2 carré divisé par 2G plus P2 divisé par ρg plus les pertes de charge. Les pertes de charge régulières delta HR égale à lambda fois le diamètre divisé par la longueur fois V au carré divisé par 2G. Si l'écoulement est laminaire, nous avons la loi de Poiseuille qui est égale à lambda égale à 64 divisé par le nombre de Reynolds. Et si l'écoulement est turbulent, on a deux cas. Si le nombre de Reynolds est inférieur à 10 à la puissance 5, on applique la loi de Blasius qui est lambda égale à 0,316 fois le nombre de Reynolds à la puissance moins 1 divisé par 4. Et si le nombre de Reynolds est supérieur à 10 à la puissance 5, on a la loi de Bienge qui est lambda égale à 0,79 fois racine carrée de epsilon divisé par d, qui est le diamètre. Et finalement, les pertes de charge singulière delta HS qui est égal à Q fois V au carré divisé par 2G. Q est une fonction de caractéristique géométrique et du nombre de Reynolds. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Ashraf pour la suite. Pour la partie des vérins pneumatiques, on va voir une petite définition. Les vérins pneumatiques à simple effet, les vérins pneumatiques à double effet et autres types de vérins pneumatiques. Un vérin pneumatique est un actionneur qui permet de transformer l'énergie de l'air comprimé en un travail mécanique. Un vérin pneumatique est soumis à des pressions d'air comprimé qui permettent d'obtenir des mouvements dans un sens, puis dans l'autre. Les mouvements obtenus peuvent être linéaires ou rotatifs. Les vérins sont constitués d'un cylindre fermé aux deux extrémités, à l'intérieur duquel coulisse un ensemble tige-piston. On distingue donc deux chambres. La chambre arrière est la partie du cylindre ne contenant pas la tige du vérin. La chambre avant est la partie du cylindre contenant la tige du vérin. Pour les vérins pneumatiques à simple effet, ce sont des vérins qui effectuent un travail dans un seul sens. Ils permettent soit de pousser, soit de tirer une charge exclusivement. Seules les positions extrêmes sont utilisées avec ce type de vérin.
Un vérin pneumatique à simple effet n'a qu'une seule entrée d'air sous pression et ne développe un effort que dans une seule direction. La course de retour à vide est réalisée par la détente d'un ressort de rappel incorporé dans le corps du vérin. Le vérin simple effet ne peut être alimenté que dans une seule chambre. C'est généralement la chambre arrière. Lorsque l'on cesse d'alimenter en pression cette chambre, le retour s'effectue sous l'action d'un ressort situé dans la chambre opposée. Celui-ci ne possède donc qu'une seule position stable. La chambre contenant le ressort est ouverte à l'air libre afin de ne pas contrarier le déplacement du piston. Et là, on a un exemple d'utilisation d'un vérin simple effet qui est emballage de pièces arrivant sur un tapis roulant. Les vérins pneumatiques à double effet. Les vérins double effet ont deux alimentations possibles, soit par la chambre arrière, soit par la chambre avant. Lors de l'alimentation en pression de la chambre arrière, le piston se déplace vers l'avant. Celui-ci pousse l'air de la chambre avant. Lors de l'alimentation en pression de la chambre avant, le piston se déplace vers l'arrière. Celui-ci pousse l'air de la chambre arrière. L'air de la chambre à l'échappement doit pouvoir être évacué afin de ne pas s'opposer au déplacement du piston. Dans un vérin double effet, les chambres se trouvent donc alternativement mises à la pression et à l'échappement. Pour les autres types de vérins pneumatiques, on a un vérin double tige. Ce type de vérin absorbe mieux les forces latérales grâce au double palier de la tige. Et on a aussi un vérin à tige télescopique. C'est un vérin à simple effet et généralement hydraulique. Il permet des courses importantes tout en conservant une longueur repliée raisonnable. On a aussi les vérins rotatifs. L'énergie du fluide est transformée en mouvement de rotation, par exemple le vérin double effet entraînant un système pignon-crémaillère. L'angle de rotation peut varier entre 90 et 360 degrés. Les amortissements sont possibles. Comme ça, on va terminer notre présentation et merci pour votre attention.